Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, il y a des soirées qu'on aimerait qu'elles n'arrivent jamais, pourtant elles arrivent. Mais on souhaitait, nous, ici à la Cinémathèque Suisse, vous proposer une soirée dédiée à Freddy Buach, un hommage qui se veut être relativement informel. Je l'espère qu'on saura même parfois en rire, puisque vous allez revoir Freddy aussi parfois en action dans quelques instants. Et j'aimerais saluer quand même juste avant que l'on commence officiellement tous les amis, proches, qui sont ici. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, cinéastes, gens du cinéma, producteurs, assistants, collaborateurs, et bien sûr Christiane, puisque c'est aussi pour toi que cette soirée est là. Et puis, on va commencer par quelques interventions qui seront ensuite alternées avec des images, puis d'autres interventions, puis des images. Enfin, vous allez voir ça en découvrant le cours de la soirée. Cette première partie sera ensuite suivie d'un apéro, parce qu'on ne peut pas, ici, dans le canton de Vaud, rendre hommage à Freddy Buach sans boire un verre ensemble. Hein. Et ensuite, à 21h, ou peut-être 21h un tout petit peu et des poussières, puisqu'il faudra quand même faire un petit quart d'heure vaudois, j'imagine, nous vous présenterons les deux films prévus ce soir, à savoir le documentaire qui avait été réalisé par sa propre femme, Marie-Madeleine Brumagne, pour la TSR, et le montage que Fabrice Aragnaud avait fait très récemment pour le coffret que nous avons réalisé, justement en hommage à Freddy Buach, où on voit surtout Freddy Buach à la télévision suisse romande, notamment s'emportant dans ses légendaires colères. Voilà. Et pour commencer cette soirée, j'ai le plaisir de passer la parole au président du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, Jean Studer, non sans saluer son prédécesseur, Marc Verline, qui nous a aussi rejoints ce soir. Jean, à toi la parole. Monsieur le syndic de Lausanne, chers amis du cinéma et de la Cinémathèque suisse, je n'ai connu Freddy Buach que tardivement, au moment où j'ai repris la présidence du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, en sachant bien que les rapports de Freddy Buach avec ce conseil n'avaient pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais je dois vous dire que, immédiatement, nous nous sommes très bien entendus et les quelques fois que nous nous sommes rencontrés, nous partagions une connivence cordiale et, en ce qui me concerne, forcément, une grande admiration, une grande reconnaissance. Car Freddy Buach aura marqué durablement l'histoire du 7e art dans ce pays. Avec fougue, il a milité pour que la Confédération se dote d'une loi sur le cinéma en 1963 ou pour que l'Expo 64 à Lausanne fasse une place de choix à la création cinématographique. C'est encore lui qui a aidé à faire connaître le nouveau cinéma suisse à l'étranger, notamment grâce à ses liens privilégiés avec les directeurs successifs du Festival de Cannes. Pionnier de la Cinémathèque suisse, fondée ici à Lausanne en 1948, il a contribué à faire de cette cinémathèque l'une des plus importantes au monde, par la richesse de ses collections et le dynamisme de ses programmations, accueillant ici de nombreux cinéastes du monde entier qui souvent feront don de certaines de leurs œuvres à l'institution. Patiemment, il a récupéré les archives des cinéastes, des producteurs ou des laboratoires suisses et s'est battu pour accueillir également les milliers de bobines du Ciné-Journal suisse, véritable mémoire historique audiovisuelle de notre pays. Infatigable, il a arpenté le pays pour présenter les films de la collection auprès du public le plus large, notamment des étudiants, favorisant ainsi le développement de plusieurs générations de cinéphiles et de cinéastes. Il a écrit, il a publié des ouvrages sur le cinéma et jusqu'à son dernier souffle, ou presque, il continuait à donner des cours de cinéma, ses cours de cinéma, le mercredi après-midi, ici même,
au cinématographe. Sous son impulsion, la Cinémathèque suisse a pu quitter ses locaux exigus de derrière la cathédrale, vous les verrez d'ailleurs tout à l'heure à l'écran, et installer son siège administratif et ses salles de projection au casino de Bonbonnon en 1981. Et c'est toujours grâce à Freddy Buach qu'après de longues pérégrinations, les archives de la Cinémathèque s'installera enfin à Pantin en 1992. Pantin, justement, dont nous avons inauguré en septembre dernier les nouveaux locaux du Centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque suisse, des locaux que Freddy Buach a eu l'occasion de visiter en avant-première encore ce printemps. Je dois vous dire qu'il en était ressorti très impressionné, ému même, et surtout heureux que, enfin, la Confédération suisse ait pris la mesure de l'importance des collections qu'il avait réussi à constituer, qu'il a largement contribué à réunir, offrant ainsi à ces collections un écrin moderne et efficace qui permet enfin à ces immenses archives d'être valorisées le mieux possible. Il est aussi important de rappeler que dans son rapport, souvent, disons, dynamique avec les autorités, Freddy Buach a toujours su collaborer activement avec le canton de Vaud et une ville de Lausanne, dont les syndics successifs ont toujours su l'écouter. C'est grâce à l'équipe du Ciné-Club de Lausanne, grâce aussi à la municipalité, que la Cinémathèque a pris racine ici, et c'est grâce à la ville que la Cinémathèque a trouvé sa maison dans ses murs ici, et depuis quelques années également au Cinéma Capitole. C'est donc tout naturellement et avec plaisir que je passe la parole maintenant au syndic de la ville de Lausanne, M. Grégoire Jounou, tout en rappelant notre profonde gratitude pour la contribution de Freddy Buach au rayonnement de notre institution et au-delà à l'histoire du cinéma de ce pays. Merci de votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, chères familles, chers amis, chers proches de Freddy Buach, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que la ville de Lausanne apprenait en mai dernier le décès de Freddy Buach, figure extrêmement importante de la Cinémathèque suisse, directeur de l'institution durant 45 ans et ardent défenseur du nouveau cinéma suisse et de la sauvegarde du patrimoine cinématographique helvétique. Directeur de la Cinémathèque, mais aussi écrivain, poète, critique d'art, auteur de nombreux articles et livres de référence sur le cinéma, éditeur, programmateur, enseignant, Freddy Buach aura été tout cela à la fois. Et Lausanne lui doit énormément. Il a profondément marqué cette ville, son histoire et l'ensemble de la Suisse. Il a fait de Lausanne un haut lieu du cinéma, tant sur le plan national qu'international. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer personnellement Freddy Buach. C'est pour moi donc une figure marquante de cette ville, mais je m'en souviens bien sûr comme critique de cinéma exigeant dans les journaux, à la télévision, comme tout jeune adolescent, notamment dans l'émission Spécial Cinéma, où il faisait parfois des coups de gueule et des tirades spectaculaires. Pionnier de la Cinémathèque, fondée en 1948, il contribue à en faire l'une des plus importantes institutions au monde par la richesse de ses collections. Durant toutes ces années à la tête de l'institution, Freddy Buach défend corps et âme l'existence du cinéma suisse qui avait au départ une place quasi inexistante. Tanner, Goretta, Souter, ils sont nombreux à avoir bénéficié de son aide. Au-delà de son soutien à la production helvétique, il accueille à Lausanne des cinéastes du monde entier. Dans le cadre de programmations ambitieuses, il fait rayonner le cinéma suisse et le nom de la capitale vaudoise à travers le monde du 7e art, à Cannes notamment, où il entretenait, ça a été dit, un très large réseau, ou encore à Locarno, où il sera co-directeur du festival de 1967 à 1970. La ville de Lausanne le récompense en 1985 à travers l'attribution du prix de Lausanne, récompense qui honore des personnalités qui ont marqué durablement et de manière très importante la ville et son rayonnement.
Et puis bien sûr, j'aimerais ici évoquer la lettre à Freddy Buach de Jean-Luc Godard. Je l'ai revue cet été sur la Piazza Grande en ouverture du festival de Locarno. Et j'aimerais ici l'évoquer car l'histoire de ce film, à la fois n'est pas banale, mais elle dit aussi quelque chose de cette ville et aussi quelque chose de l'apport de Freddy Buach à Lausanne. Alors que la ville de Lausanne cherche à faire produire un film pour promouvoir ses atouts, Freddy Buach suggère à la municipalité de se tourner vers Jean-Luc Godard, qui se dit intéressé par la commande. On ne faisait, disait Freddy Buach, jamais des films corrects sur Lausanne, que des films touristiques, tout juste bons pour les Japonais. Le conseil communal approuve la réalisation du film avec pas mal de réserves cependant. Il est vrai que les élus veulent associer le film à la commémoration de l'unification médiévale de la ville haute et de la ville basse et à l'ouverture des nouveaux locaux de la Cinémathèque. Lorsqu'ils découvrent donc le film, les critiques sont vives, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous ne sommes effectivement pas complètement dans les clous d'un film touristique classique. La municipalité défend sa commande et Freddy Buach présente lors de l'ouverture de la Cinémathèque suisse à Montbenon, dans les locaux de Montbenon, ce film comme le symbole du renouveau. En 1982, il est projeté sur la Croisette, à Cannes, dans la section Un certain regard. Et le film, d'ailleurs, sera largement et durant très longtemps diffusé dans le monde entier, y compris en Asie et même au Japon. Le pari est donc entièrement réussi. Lausanne est racontée telle qu'elle est, verte et bleue, et effectivement un petit peu grise au milieu. Dans un film splendide, doux, qui glisse sur les pentes lausannoises. Et ce sont aussi des noms, à travers ce film, Godard et Buach, qui seront durablement associés à la ville de Lausanne. Avec quelques années de recul, et c'est là que je voulais en venir, ce projet, cette commande, somme toute audacieuse, et ce film symbolise en fait parfaitement l'affirmation de Lausanne comme ville de culture qui prend précisément forme au milieu des années 1980. À ce titre, c'est un héritage loin d'être négligeable pour la ville de Lausanne. L'année prochaine, vous le savez sans doute, nous démarrerons le chantier de la future maison du cinéma au Capitole, avec la rénovation de la grande salle, la création d'une seconde salle plus petite, sous l'actuelle, une médiathèque, une librairie et encore un café. Ce projet, majeur pour le développement des activités de la Cinémathèque suisse, n'aurait certainement jamais pu voir le jour si des personnalités comme Freddy Buach n'avaient pas donné à cette institution l'assise, la richesse, l'importance et le rayonnement qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette soirée est donc pour moi l'occasion de lui rendre hommage et de redire à quel point Lausanne lui doit beaucoup. J'en profite aussi pour saluer Frédéric Maire, le directeur actuel de la Cinémathèque, et toutes ses collaboratrices et collaborateurs qui portent la flamme avec beaucoup d'énergie, de talent et d'enthousiasme pour que cette belle institution continue à se développer, à honorer l'histoire du cinéma, à ouvrir ses portes et ses salles au cinéma suisse et à faire vibrer le cœur d'un public toujours plus nombreux. Merci beaucoup et très belle soirée à vous toutes et tous. Merci beaucoup, monsieur le syndic Grégoire Junot. Merci aussi pour ce que vous avez dit sur l'équipe, en effet, qui a beaucoup œuvré à la fois pour cette soirée et pour qu'en effet cette flamme reste vivante. Et pour commencer, avant de commencer avec continuer avec d'autres interventions, j'aimerais vous montrer un petit film, un petit fragment qui commence dans le noir, mais avec une voix que vous allez tous reconnaître. Petit film qui nous a été envoyé par un grand ami de Freddy Buach, à savoir le cinéaste Jean-Marie Straub. Et j'aimerais juste, pour avoir une notation un peu personnelle ici, rappeler que moi, j'ai découvert l'œuvre de Jean-Marie Straub et Daniel Huyet en 1979 au gymnase de Neuchâtel, où il était venu animer une semaine hors cadre. Et les premiers films qu'il nous a montrés, c'était les premiers films de Jean-Marie Straub et Daniel Huyet, Nicht versöhnt et Machor Kamouf. J'en étais resté extrêmement impressionné, ébloui, et je n'avais pas tout compris. Et je suis d'autant plus heureux de commencer cette soirée, justement, avec le petit hommage que Jean-Marie Straub nous a envoyé. Dans les travaux de Langlois, quand on lit les textes, c'est des textes qui ont été faits au fur et à mesure qu'ils passaient des bouts de films de Ozu, de Mizoguchi, etc., ou des autres films. Il dit toujours la même chose, et c'est une des choses
je reviens avec lui, c'est que le cinéma, ça raconte pas des histoires, on n'a rien à faire de ça. Le style, c'est une manière d'utiliser une émotion, ou un silence, etc. Le cinéma, c'est comme la musique. On juge un film sur sa musicalité générale plutôt que sur ce que ça dit, voilà. Parce que ça dit presque toujours la même chose. C'est-à-dire ? Évidemment, il a été évoqué tout à l'heure par le syndic, un autre cinéaste qui lui aussi est installé à Rolle, pas tout à fait au même endroit quand même. C'est bien sûr Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard, comme vous le savez, entretient une relation longue, historique et parfois un peu tumultueuse avec Freddy Buach. Et j'aimerais maintenant passer la parole à quelqu'un qui est à la fois cinéaste, producteur, notamment du dernier film de Jean-Luc Godard, collaborateur régulier de Jean-Luc Godard, et aussi en quelque sorte trait d'union physique, si tu me passes l'expression, entre Rolle et Lausanne. Et j'ai nommé Fabrice Aragnaud. Fabrice, à toi quelques mots. Ça, trait d'union, on m'avait jamais dit, volontiers, je suis trait d'union. Je suis surtout un peu essoufflé parce que je suis arrivé en vélo, mais du coup, je pense que c'est plus que d'être essoufflé par l'effort physique, c'est plutôt l'émotion aussi d'être là. Moi, Freddy, je l'ai connu il y a peu de temps, justement. C'est Fred qui a fait le trait d'union, parce que lui, il fait également beaucoup de traits d'union pour moi. D'ailleurs, si je travaille avec Jean-Luc, c'est un peu grâce à lui, mais on en parlera une autre fois. Il m'a demandé, il y a quelques années, de faire quelque chose avec des images qu'il avait pour le bonus d'un coffret sur Freddy Buach. Moi, à ce moment-là, je connaissais Freddy que comme personnage, quoi. Enfin, parce qu'on entendait parler, parce que je crois sa voix, je l'avais entendue, enfin voilà, de renommée. Et en fait, je me suis rendu compte que de faire un film, c'est la plus belle manière enfin, c'est un peu bête à dire, tous les cinéastes le diront, mais là, je l'ai vraiment expérimenté. La plus belle manière de rencontrer quelqu'un, c'est de faire un film. Et du coup, Freddy, de personnage, est devenu une personne. Et c'est quelqu'un d'essentiel encore, toujours. Non seulement parce qu'il a l'essence des choses, mais aussi parce qu'il on va mettre le présent, parce qu'il va gueuler encore un peu tout à l'heure, je pense. Un des seuls à défendre le cinéma avec cette énergie, avec cette voix et cet accent vaudois, qui n'est pas le mien parce que je suis de Neuchâtel, mais avec cette véhémence de défendre le cinéma comme un art de l'expression et pas uniquement un truc pour raconter des histoires. Et ça, c'est super rare aujourd'hui. Et donc voilà, avec lui, je me suis très bien entendu autour de ça. Et d'ailleurs, il m'avait même dit, j'arrêterai avec là, c'est que évidemment, oui, je travaille avec Jean-Luc Godard depuis une vingtaine d'années presque. Et tout le monde me dit, t'as de la chance de travailler avec Godard, mais alors, oh là là, c'est magnifique de travailler avec Godard, quelle chance tu dois avoir de travailler près d'un maître comme ça. Et Freddy, c'est un peu le seul qui m'a dit, mais en fait, c'est Jean-Luc qui a une chance incroyable de travailler avec toi. Enfin bon, voilà. Et je le dis un peu par... ouais, voilà. Enfin, c'est le seul qui m'a dit ça. Merci Freddy, quoi. Hein. Et puis bon, on se verra tout à l'heure peut-être pour présenter la suite. Non, c'est ça. Allez. Merci Fabrice. Fabrice reviendra en effet tout à l'heure pour présenter justement le montage qu'il a réalisé autour de Freddy. Et maintenant pour évoquer un peu, disons, l'histoire de Freddy, mais d'une façon un peu personnelle et un peu différente.
je trouvais intéressant de passer la parole à quelqu'un qui est écrivain et chroniqueur, qui a longtemps croisé la plume avec Freddy dans les colonnes du même Matin Dimanche, et qui a été le co-auteur d'une série d'entretiens qui est une forme d'autobiographie de Freddy Buach, à savoir avec Jean-François Amiguet, qui a été édité à l'Âge d'Homme, qui s'appelle Derrière l'écran, qui est un livre formidable réédité en poche que je vous recommande. Et c'est, vous le connaissez probablement tous, c'est Christophe Gala. Christophe, à toi la parole. Quand la presse de Suisse romande entreprit de s'interroger sur la manière dont Freddy Buach quitterait la Cinémathèque suisse au début des années 90, ce n'est pas qu'il s'érigeait en gardien de la norme administrative régissant l'âge de la retraite en Helvétie. C'est qu'une fracture affectait le domaine de la culture comme depuis toujours, mais alors de façon croissante. C'est que la culture horizontale écrasait la culture verticale. Celle-ci nous permettant de lier notre expérience quotidienne aux références des arts et de travailler par le haut ce qui transcende ces arts. Nos tremblements face à l'autre, par exemple, nos confusions politiques dans la cité, notre peur de la mort ou notre ignorance de l'éternité. Et la culture horizontale, nous détournons de ces tâches sous l'effet d'un flux constant de memento, nous condamnant au chef-d'œuvre du moment à ne pas rater et réduisant nos compétences à celles de savoir déambuler dans les programmes, accomplir un rallye dans les guides spécialisés et filtrer la rumeur mondaine pour qu'elle nous vaille une auto-valorisation permanente. Au lieu de nous fabriquer vivants sous le signe de la culture verticale et contre l'horizontale, comme Freddy, l'exemplaire qu'avec Jean-François Amiguet, que Frédéric vient de nommer, j'ai longuement côtoyé, en particulier pour la préparation du livre qu'il a aussi évoqué, paru en 1995 sous le titre « Derrière l'écran ». Il en résulte ce portrait. Venir au monde d'un père descendant lui-même d'un père inconnu. Passer son enfance à Villars-Mandra, dans le Jura vaudois, à 20 km de cette cinémathèque, entre le café de la Poste et les fermes voisines. Puis voir ses parents faire faillite et brutalement discrédités dans le village, avant de les suivre à Lausanne, que cisaille alors un chômage ravageur. Rejoindre pourtant, grâce à des efforts financiers considérables, le collège secondaire. Autrement dit, être troué par une énigme identitaire originelle, puis dévasté par la perte du paradis campagnard, puis déconsidéré dans le contexte urbain, puis se sentir perçu dans un lieu d'enseignement spécialisé dans la perpétuation de la petite bourgeoisie locale, je parle ici de l'école de commerce à Lausanne, comme un provincial encore nimbé de sa ruralité résiduelle. Acquérir donc, comme nous l'aurions peut-être tenté dans ces mêmes circonstances, les réflexes d'une vendetta personnelle. Situer celle-ci dans le champ des signes, de quoi transcender les fatalités matérielles et sociales. Choisir par conséquent les moyens expressifs de l'écriture et du verbe. Et révérer les souvenirs de l'enfance pour les ficeler comme un bagage à transporter dans une mémoire cinématographique progressivement monumentale. Après quoi, en guise de viatique jusqu'au terminus, ne cultiver de perspectives personnelles que gavées d'utopies justicières. Vous ne seriez donc devenu ni commerçant, ni politicien, ni médecin, mais artilleur en jugement tranché, allant du conseil amical à l'adresse des créateurs, jusqu'à l'invective intellectuelle en public. Et les années passeraient, nombreuses, mais criblées en permanence de paillettes poétiques intimes. Le lézard de diamant épinglé sur la veste d'une Amazone, par exemple, qui vous avait tapé dans l'œil à l'âge de 7 ans à peine quand vous regardiez votre premier film montré par 2 projectionnistes allant de village en village,
Il vous aurait marqué comme un indice de la grâce dont vous ne cesseriez plus de vouloir retrouver l'éclat en filigrane d'un nombre incalculable de courts et de longs métrages. C'est peut-être ce que Freddy décrivait tout à l'heure en employant le terme de musique dans le cinéma. Ou de simples phrases prononcées par votre instituteur quand vous n'aviez pas encore 10 ans, qui vous avaient drôlement secoué l'oreille et vous avaient valu cette extase littéraire inouïe, quand les mots font autant sens que mystère, vous les auriez perçus comme les prémices d'un jeu suprême, dont vous ne cesseriez plus de traquer les enchaînements de rayons en rayons de bibliothèque, entre les fulgurances symbolistes et les déconstructions oulipiennes, ou les dérives surréalistes et le roman tchèque. Ou ce chapeau de femme qui vous avait paru si singulier lors d'un parcours d'exposition sur une toile de Marius Borgeot, qui vous avait sidéré comme un déhanchement de la logique, vous l'auriez retenu comme une consolation face à l'ordre commun, dont vous ne cesseriez plus de rechercher les avatars dans les arts plastiques. Visite d'atelier, conversation avec Jacques Pajac ou Charles Rollier, promenade avec Giacometti, extase devant Brancusi. Ou le réconfort apporté pendant votre période de formation intellectuelle par vos amis qui se battaient pareillement contre les pouvoirs ambiants, qu'ils fussent vos contemporains comme Gaston Cherpillot et Charles Potello, ou vos professeurs comme Edmond Gilliard et René Berger, un mobile supérieur de l'existence que vous ne cesseriez de vouloir entretenir par le biais d'autres affinités et d'autres rencontres, avec Gérard Horst pour vous expliquer Sartre, ou Bernard et Alice Charder dans la revue Positif pour mieux ferrailler contre les catholiques à la Bazin des cahiers. Là-dessus, de jeunes folliculaires dont la mémoire cinématographique ne remonterait pas au-delà des années 80 et dont les références clairsemées n'auraient donc trait qu'à la production d'un 7e art en sa phase industrielle, vous suggérerait de subordonner la cinémathèque au grand circuit des multimédias et vous demanderait de prendre votre retraite. Vous leur diriez « merdre », comme l'Uburois d'Alfred Jarry et comme vous-même, à moi, beaucoup plus tard, quand nous nous battîmes comme des chiffonniers syntaxiques et stylistiques de luxe au moment d'affiner formellement ce satané beau livre intitulé « Derrière l'écran », avant de retomber dans nos bras fraternels au-delà de la mort. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Et passons maintenant à quelques images qui m'ont été suggérées par collaborateurs de la Cinémathèque, en particulier Michel Dain, qui sont en fait un ensemble de reportages qui ont été réalisés par la télévision suisse romande, une partie que nous avons numérisée, une partie que la télévision suisse romande nous a aimablement envoyée et que nous avons un tout petit peu synthétisé pour en faire un petit fragment qui ne répète pas ce que vous allez voir plus tard dans le film de Marie-Madeleine Brumagne, mais qui est dans celui de notre ami Fabrice Aragno, mais qui quelque part le complète, puisque vous allez le voir, c'est une partie de séquence qui nous raconte la Cinémathèque au moment où elle est encore logée dans ses locaux derrière la cathédrale et qu'elle envisage peut-être de déménager dans les locaux, ici même, dans le casino de Montbenon. De ce certificat de destruction, comment il faut le faire? Il faut d'abord téléphoner à Zurich et puis... Il faudra plusieurs signatures. Et puis il faudra faire plusieurs signatures, mais je vous expliquerai après comment on fait ça. Très bien. Une cinémathèque s'incarne toujours dans un homme dont les goûts, les phobies aussi, marquent ce genre d'institution. En Suisse, cet homme s'appelle Freddy Buach. Quel désordre!
En 1945, il y a eu un choc tout à fait étonnant dans ma vie, c'est qu'il y avait une exposition au Palais de Rumines de la Cinémathèque française qui s'appelait Images du cinéma français, où il y avait des choses qui étaient relatives à des films que je connaissais. Par exemple, il y avait des costumes des Enfants du Paradis. J'adorais Prévert, naturellement. Et puis, il y avait aussi des choses très anciennes et des projections. Et c'est là que j'ai rencontré Langlois et que j'ai découvert qu'un cinéma existait que j'ignorais totalement, qui était, par exemple, le cinéma muet. Alors voilà, depuis ce jour, j'ai eu, comme on dit, le virus du cinéma. Alors en 48, ça a commencé pour vous? Alors, à cette époque aussi, il faut dire que j'étais un peu marginal et il y a eu tout de suite le goût d'essayer de voir ces films dont je connaissais tout à coup l'existence et de les voir. Et il faut dire que j'étais pas le seul dans mon cas. Il y avait à Lausanne plusieurs personnes qui étaient dans la même situation et qui étaient plus actifs que moi et qui ont décidé de créer un ciné-club. Alors un ciné-club s'est créé en 1946 et il avait pour tâche de voir les films dont on voyait les noms dans les livres, mais qu'on n'avait jamais vus. Ça allait du cinéma allemand des années 20 ou du cuirassé Potemkin du cinéma soviétique jusqu'au cinéma des années 30 ou 35. Je sais pas, disons l'opéra de Katsu, etc. Alors, le ciné-club s'est créé. Il avait besoin de films. Il a donc demandé à Bâle, où les archives existaient, d'obtenir ces films. Bâle avait abandonné son activité faute de finances. Donc les animateurs du Ciné-Club de Lausanne se sont tournés vers la Cinémathèque française. C'était une façon de relancer cette première relation que j'avais eue avec Langlois. Et à partir de 48, lentement, je faisais à la fois du journalisme, du théâtre, je m'intéressais au cinéma. Je me suis retrouvé dans les années 50 à la tête de cette étrange institution qu'était la Cinémathèque. La voilà, cette cinémathèque suisse, enfin une partie d'entre elles au moins. Nous sommes ici dans un des locaux d'archives au Mont de Bi à Lausanne. Il y a dans cet abri et dans quelques autres encore un nombre considérable de documents. Au dernier recensement, soit en septembre 1975, il y avait 4115 longs métrages et 2730 courts métrages, ce qui fait à peu près 120 000 bobines. Faites le compte, il y a là assez de pellicules pour en faire un ruban autour de la Terre. Ou encore, à raison de 44 heures par semaine, près de 9 ans de travail à celui qui voudrait tout visionner. La Cinémathèque suisse, Freddy Buach, ça marche, ça ne marche pas? Est-ce que vous avez des problèmes? Des problèmes, on en a beaucoup et surtout, on a beaucoup de promesses. On a eu des promesses pendant très longtemps parce qu'enfin, jusqu'à maintenant et pendant 25 ans, la Cinémathèque, ça a été du bricolage. On a des problèmes de place, des problèmes de budget, donc de personnel, etc. Mais enfin, ces promesses, semble-t-il, seraient proches d'une certaine réalisation. Cette réalisation, ce serait d'installer la Cinémathèque dans le casino de Montbenon, où nous pourrions regrouper nos services. Derrière cette appellation ronflante de Cinémathèque suisse, depuis 1948, le régime de la misère ou presque qui règne. Exemple, 1968, subvention fédérale, 35 000 francs. Autre exemple, restauration du film La vocation d'André Carrel, le premier film de Michel Simon, prix du travail, 10 000 francs. Nous récoltons pas mal de matériel papier et la Cinémathèque est particulièrement misérable dans le domaine de la restauration et de la conservation des films et encore plus misérable en ce qui concerne le matériel papier. C'est-à-dire que dans le domaine d'une cinémathèque, on devrait pouvoir conserver les manuscrits, les esquisses de décors, les maquettes, etc. Enfin, comme dans un musée des Beaux-Arts. Et alors là, c'est pour nous un département qui est laissé totalement à l'abandon. C'est-à-dire qu'on en est au point simplement où on empile les choses. On a beaucoup de peine à les dépouiller et on a beaucoup même de peine à travailler ici parce que c'est des locaux totalement insalubres.
Regroupé, cela devient la hantise de Freddy Buach et de ses collaborateurs qui en ont assez de se disperser entre la cathédrale où se trouve le siège central de la Cinémathèque, les anciennes écuries de Morpeau où s'entassent les films inflammables, les locaux insalubres de Maupas avec les affiches, il y en a plus de 10 000, et les photos, et le bunker de Monteby, celui que vous avez vu tout à l'heure. À se battre contre ces moulins, ce sont finalement les activités fondamentales de la Cinémathèque qui en pâtissent, sauver les vieux films, les restaurer et promouvoir une certaine idée du cinéma. D'autre part, ce regroupement serait utile pour notre travail, mais il faudrait aussi, et ça dure depuis trop longtemps, pouvoir, si je puis dire, insérer la Cinémathèque dans la vie culturelle et sociale, c'est-à-dire que les gens puissent vraiment utiliser la Cinémathèque suisse comme un service culturel, un service public. Et de ce point de vue, il est absolument indispensable que les étudiants, que les chercheurs, les historiens, les journalistes, le public en général puissent par exemple venir visionner les films. « 1943, fondation à Bâle des archives suisses du film. 1945, fondation du Ciné-Club de Lausanne. 1948, ce même Ciné-Club décide de reprendre les activités bâloises. Le 3 novembre, il fonde la Cinémathèque suisse. C'était une activité difficile que de fonder cette cinémathèque à Lausanne parce qu'à ce moment-là, la Suisse n'avait pas de législation en matière de cinéma. Et il faut bien aussi penser qu'à ce moment-là, donc au lendemain de la guerre, le cinéma n'était pas encore considéré comme un art par les milieux cultivés. C'était considéré comme un moyen de divertissement et souvent même de divertissement du bas peuple. Dans le fond, vous étiez en avance sur votre époque. C'est ça. C'est d'ailleurs, je tiens à le dire, ce qu'on reproche, ce qu'on ne pardonne jamais ici en Suisse, c'est aux gens d'être en avance sur leur époque. Alors bien sûr qu'on était en avance sur notre époque, mais maintenant que je regarde ce passé, je me dis que ces 15 années de préparation de la Cinémathèque avant d'obtenir une petite subvention fédérale, car les subventions fédérales qui sont tombées à partir de 1963 sont malgré tout misérables, mais elles nous ont permis bien sûr de survivre, eh bien ces 15 premières années sont des années perdues parce qu'il a fallu dépenser une énorme énergie pour faire comprendre la nécessité qu'il y avait d'avoir une institution de ce genre et pendant ce temps, beaucoup de choses ont été laissées de côté, beaucoup de films n'ont pas été sauvés, beaucoup d'appareils sont restés dans les greniers et ont disparu. Donc là, il y a eu 15 ans de vie très pauvre où il a surtout fallu par une sorte d'attitude montrer que c'était nécessaire d'avoir une cinémathèque en Suisse et que c'était nécessaire pas tellement pour le passé, mais que c'était nécessaire pour l'avenir. Il aura fallu plus de 30 ans à Freddy Buach pour trouver un logement décent à son enfant chéri. La ville de Lausanne accueille enfin dignement la Cinémathèque suisse dans les locaux remis à neuf du casino de Montbenon. 19 octobre 1981. On inaugure la nouvelle Cinémathèque. C'est la fête. Beaucoup d'amis. On se bousculait hélas un peu moins du temps des vaches maigres. Mais ce soir, le 7e art sort enfin de l'obscurité. Messieurs les représentants des autorités, mesdames et messieurs, chers amis, mon discours aussi sera bref. Il tient presque en un seul mot. Merci. Voilà maintenant installé dans vos nouveaux meubles. C'est tout beau, tout neuf. La Cinémathèque, en fait, sort du maquis. Alors vous prenez ça pour un cadeau empoisonné ? Bon, c'est pas un cadeau empoisonné. D'ailleurs, je dirais d'abord qu'on est dans nos meubles, mais nos meubles ne sont pas encore pleins de ce qu'ils devraient recevoir. Et puis, c'est pas un cadeau empoisonné, mais ça pourrait l'être parce que
c'est un instrument énorme et il faudra savoir apprendre à le manipuler pour le public. Mais enfin, j'espère ne pas perdre dans ce combat avec cette nouvelle organisation. Ça va changer quelque chose à vos activités? Ça va changer quand même pas mal de choses à mes propres activités, oui, parce qu'on a déjà plus de personnel. On devient une grande institution, mais tout de même, c'est bien parce que cette institution qui était peu connue va être mise maintenant à la disposition du public. Vous étiez à la fête ces derniers jours, alors comme vous voilà installé dans le rôle de père spirituel du cinéma suisse, si je peux dire, alors est-ce qu'on va voir la Cinémathèque suisse promouvoir un style, une esthétique cinématographique Oh, sûrement pas, mais elle va montrer les styles, les esthétiques des autres, et puis c'est aux cinéastes d'en faire ce qu'ils voudront. Alors, bon, là, vous êtes dans mon bureau, mais je vous propose de faire le tour du propriétaire, comme on dit, et de me suivre ici, où nous sommes en train d'organiser la salle de lecture. Ici, les archives du Ciné-Journal suisse, le hall d'accueil et l'administration. Et comme vous le savez, évidemment, ça continue puisque d'autres bâtiments vont venir à Pantin et ailleurs, mais on y reviendra. Comme Freddy vient de le dire, ici, d'abord à Béthuzy, mais ensuite ici à Montbenon, il a montré des films, il a créé des générations de cinéphiles, et au sein de ces générations de cinéphiles, il a aussi contribué à créer une génération de cinéastes. Et beaucoup de cinéastes lui étaient extrêmement proches ou ont eu un lien très intense avec lui, en lui montrant des films, en se laissant critiquer ou peut-être parfois en ayant un certain nombre d'accrochages sur des goûts. Alors certains cinéastes malheureusement nous ont quittés, qui étaient de ses amis, d'autres malheureusement pour des raisons de santé n'ont pas pu nous rejoindre, mais j'ai le plaisir d'accueillir deux cinéastes qui ont très bien connu Freddy. Et pour commencer, on va le faire alors on s'est mis d'accord sur l'ordre parce qu'il y a une question de quel premier. Alors il y a une question d'âge, je crois, c'est bien ça, hein, on est d'accord? C'est bien ça. Donc celui qui est légèrement plus âgé a accepté de se prêter au jeu en premier. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claude Champion. Merci. Je ne sais pas si ce genre de privilège est vraiment à considérer. Enfin, ça signifie beaucoup de choses. Mais bon, surtout, comme je vais commencer mon propos, par dire que cette année, 2 Freddy du cinéma suisse ont disparu. Et la semaine dernière, je déposais une fleur sur le cercueil de Freddy Landry. Freddy Landry était professeur de mathématiques, marchand de vin et fromage, critique de cinéma, de télévision et de séries, et producteur de films. Vous voyez, on est aussi dans le bricolage. Il a eu l'intuition de réunir Yves Yersin, Francis Resser, Jacques Sandeau et moi-même quelques années avant 1968 pour créer collectivement une société de production, Miloche Film, et initier l'un des premiers longs métrages du cinéma indépendant roman, programmé ensuite dans les salles du pays, 4 d'entre elles. Je lui devais donc beaucoup. Freddy Landry et Freddy Buach se connaissaient extrêmement bien. Donc, si je parle de Freddy Buach, je pense que sans lui et ses inlassables actions en faveur du 7e art, donc son aura incroyable dans les sphères culturelles suisses et européennes, sans lui donc, je ne serais certainement pas devenu réalisateur de films. Début 1995, on pouvait lire dans le journal Le Nouveau Quotidien, à propos du directeur de la Cinémathèque suisse, volontiers qualifié en l'occurrence de prince-évêque de Montbenon, je cite, pour imposer l'idée d'une cinémathèque suisse, il a fallu à Freddy Buach travailler durant 15 ans sans salaire et pendant 20 ans sans subvention. Il y a mis son cœur et son talent,
Lausanne inaugurera sûrement un jour une rue Freddy Buach. C'est sans doute dit avec une certaine ironie, mais on pourrait reprendre le flambeau. Eh bien oui, c'était ça, les années héroïques du cinéma en Suisse. Alors l'article continue, enfin ne continue pas, mais enfin titre déjà avec ironie, Cinémathèque suisse, comment dévisser la statue du commandeur. Donc après ce qu'on a raconté sur toutes ces époques, effectivement il y a eu une autre époque, c'est 1995. 1995 c'est le centenaire du cinéma. Alors bon, pour beaucoup de personnes présentes ici ce soir, je pense que le souvenir de cette année du centenaire du cinéma en synchronisation involontaire avec la recherche plutôt chaotique d'un successeur à Freddy Buach et aussi la recherche du sens des missions futures de la Cinémathèque suisse, ce souvenir donc n'a pas dû s'estomper complètement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est juste souligner que lorsqu'il s'agit des choix de poursuite de l'œuvre d'un précurseur, ce qu'était absolument incontestablement Freddy Buach, le débat peut facilement être interminable. Et puis, à la veille de cette année 1995, Freddy Buach avait fêté ses 70 ans. Je viens alors à mon implication. J'étais passé dans son bureau un matin de mars pour lui apporter un petit cadeau accompagné d'une lettre dont je vous lis quelques extraits. Cher Freddy, il y a plus de 30 ans, je lisais toutes les semaines les critiques de Freddy Buach dans la Tribune de Lausanne et je les collectionnais. Un jour à cette époque, j'écrivais aux critiques pour lui demander si, à son avis, un passionné de cinéma en Suisse pouvait espérer devenir cinéaste dans son pays. Il me semble me souvenir que la réponse ne fut pas très encourageante, mais réaliste. Si je devais aujourd'hui répondre à une même question d'un jeune passionné de cinéma, sans doute aurais-je quelques difficultés à afficher un enthousiasme radieux. Et malheureusement, rien n'a au fond vraiment changé, mais en prime, la conjoncture globale, internationale, s'est encore sérieusement dégradée et la condition du spectateur gravement popcornisée. Mais au diable est l'amertume, que l'écœurante odeur du maïs huileux et éclaté n'altère pas ce centenaire d'une fabuleuse aventure, le cinématographe. Pour marquer d'un caillou blanc, je me permets de t'offrir une de mes dernières petites œuvres, une bobine 35 mm du court-métrage La Nef. Autre raison de ce modeste présent, ton anniversaire, ces énergiques 70 années dont une bonne part vouée à la chose lumineuse en salle obscure. Bravo. Alors, avec mes hommages et mes remerciements pour ta déterminée et déterminante présence cinématographique dans ce pays, je t'adresse, cher Freddy, mes cordiales salutations. Voilà, maintenant pour moi c'est l'essentiel de cette évocation. Donc, le surlendemain, je trouve une lettre de Freddy Buach dans ma boîte. Je vous la lis donc 25 ans plus tard. Salut. Ton passage ce matin m'a fait grand plaisir et je n'ai peut-être pas manifesté le sentiment que suscitait ton cadeau d'une affiche et d'une bobine de La Nef. Puis, après ton départ, j'ai ouvert le paquet contenant la bobine et, surprise, j'ai lu ta lettre. Et là, le plaisir fut beaucoup plus grand encore. Et sans tarder, je tiens à te dire que cette missive m'a touché profondément. Émotion rare en ces temps où les gens qui dirigent les affaires du monde, ou croient les diriger, supposent qu'au nom d'un avenir dominé par les technologies et l'intelligence artificielle, on peut allègrement faire table rase du passé. D'où cette idée que le vieux qui veille sur de vieilles bobines n'a plus sa place au milieu des autoroutes de l'information où il chemine comme un promeneur égaré, gêneur dangereux dans le flot des messages utiles. Ce que tu me dis amicalement de nos passions d'il y a 30 ans suffit à me confirmer qu'en dépit des apparences, rien n'est vraiment perdu, même si tout change, et c'est normal. De tout cœur, merci. Voilà, j'ai plus qu'à dire, voilà, merci à toi, Freddy.
Merci Claude. Il a été aussi co-auteur du livre Derrière l'écran avec Christophe Gala, puisque c'est lui et Christophe qui ont recueilli tous les propos de Freddy pour réaliser ce livre. Il est cinéaste et vous le connaissez. Il a été aussi membre du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, Jean-François Amiguet, que j'ai le plaisir d'accueillir à l'instant. Je vais vous raconter une petite anecdote qui date précisément de 50 ans. On est en 69. Je suis l'élève peu appliqué de l'école de commerce de Lausanne et suis invité à participer au festival de Locarno 69, dont le co-directeur était Freddy. Mais on n'était invité que du lundi au dimanche de la deuxième semaine. Problème, parce qu'il passait le vendredi soir de la première semaine un film italien de Peter Del Monte, cinéaste dont je ne connaissais strictement rien, mais j'avais une envie folle de découvrir ce film. Donc je suis parti en 2 chevaux avec mon ami Guy Michaud, qui avait le permis de conduire depuis peu de temps, qui avait été quitté par son amoureuse 2 ou 3 jours auparavant et qui a vécu une véritable crise de désespoir dans la descente du Simplon, ce qui fait que j'ai bien cru qu'on n'arriverait jamais à Locarno. D'autant que la route entre Demeaux et Locarno était très tortueuse, peu goudronnée, et qu'à Demeaux, on avait dû boire un verre avec Guy pour se remonter un peu le moral, ce qui fait que les virages... Enfin voilà. On est arrivé à 10h, 10h moins 5 à Locarno, et il fallait voir ce film qui était projeté au Rex, c'est-à-dire à l'extrémité de la Piazza Grande. C'est une salle de cinéma assez grande, 200, 300 personnes. Et à 10h02, 10h03, la projection commence. Moi, je suis complètement subjugué par le film que je découvre, comme quoi on n'avait pas eu tort de prendre ces 2 chevaux pour revenir 2-3 jours plus tôt au festival. Et là, je découvre des mouvements d'appareil, un long travelling avant, dans un tunnel de Rome. Il y avait, je crois, Olympia Carlizzi, qu'on a vu plus tard dans le film d'Alain Tanner, qui jouait. C'était la compagne, je crois, de Del Monte à l'époque. Je suis franchement subjugué par ce film, auquel je ne comprends, il faut bien dire, pas grand-chose. Mais je trouve qu'il y a des mouvements de panoramique à 720, 1080 degrés dans des pièces de la capitale de l'Italie, et je suis vraiment bouleversé par tout ça. Les lumières se rallument, il est minuit 10, je descends le long escalier en colimaçon qui nous permet de rejoindre la Piazza Grande depuis la salle du Rex. Et là, il y avait un petit attroupement au milieu duquel se trouvait Freddy. Freddy qui parlait, je pense qu'il y avait Ciccio Berta qui était là, il y avait Del Monte, il me semble qu'il y avait Claude Champion, il y avait Olympia Carlizzi, 4-5 personnes autour de Freddy. C'était assez animé. Moi, j'étais descendu lentement cet escalier en colimaçon en suivant Freddy à 10 mètres, mais je n'osais pas m'approcher de lui. Donc, il y a un deuxième cercle qui se forme autour de Freddy.
avec pas mal de Tessinois, des jeunes filles, etc. Et moi, je me retrouve dans le 3e cercle à écouter les autres discuter. Et les premiers s'en vont, ça dure 5-10 minutes. Je passe au 2e cercle, puis timidement, j'avance une tête un peu timide et m'adresse. Et je dis, alors là, en tout cas, j'ai été soufflé par ce film, ces mouvements d'appareil, c'est incroyable. En tout cas, je disais beaucoup en tout cas, je dois dire, mais j'étais très 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 timide, je dois dire, j'aimerais beaucoup revoir ce film. Ah, j'aimerais vraiment. Ouais, mais c'est pas si facile que ça, si vous croyez qu'on peut repasser un film comme ça à minuit. Enfin bon, je vais voir ce que je peux faire. En colimaçon, 3 minutes plus tard, à la descente, toujours le même escalier, Freddy arrive, il dit « Ouais, c'est compliqué votre histoire. Mais demain matin à 9h, je serai là, vous êtes là, vous, et je vous le repasse, ce film. Vous verrez ce que c'est. Et on va voir ce que c'est que ces mouvements d'appareil. » Pour la première fois de ma vie, grâce à Freddy, je voyais un film pour la 2e fois. Et ça, c'est quelque chose, c'est une expérience capitale, parce que revoir un film, c'est approcher sa forme, c'est mieux comprendre de quoi et comment il est fait. Donc, une nuit dans la 2 chevaux, se débarbouiller dans la Maggia et arriver là à 9h avec Freddy, le patron du festival de Locarno, qui me montre à moi et à mon copain Guy Michaud, pour la 2e fois, Fuori Campo de Peter Del Monte. Et là, je dirais que pour moi, ça marque un peu les débuts de mes universités. C'est là que j'ai commencé, grâce à Freddy, à comprendre ce que c'était que le cinéma. Et bien évidemment, quand on a envie de comprendre, c'est d'en faire soi-même. Voilà cette anecdote véridique qui date de 50 ans exactement. Merci Jean-François. Attends un instant. Merci. Mais Jean-François n'est pas venu les mains vides, puisqu'il nous a proposé quand même de montrer quelques images avec l'accord de Christiane. D'ailleurs, on la voit furtivement passer dans l'image. C'est que tu nous as amené un petit montage de 2 minutes et quelques qui te montre sur un tournage sur lequel, justement, tu retrouvais Freddy. Alors, disons peut-être quelques mots. Oui, alors ce n'est pas des images que j'ai faites, comme tu sais, c'est Gianni Notaro, qui n'est pas avec nous ce soir malheureusement, qui est venu nous visiter sur un petit tournage d'un long métrage de fiction very, very low budget, tourné au mois de mars à Molins, il faut dire Molins, parce qu'en Valais on dit Molins, au-dessus de Sierre. Et Christiane a eu l'immense générosité et bonté de permettre à Freddy de venir sur le tournage. Et on va vous montrer là quelques images de Freddy. Je crois que c'est le 25 ou le 26 mars de cette année, sur un tournage de film, le tournage de Old Boys à Molins. Merci Jean-François. Tout de suite, le tournage. Attends, je te dirai action. Regarde dans les panini. Alors, action. Coupé. Tu fais la même chose. Tu regardes en bas. Puis tu décomposes bien un regard vers Bernard Verlet. Tu peux me refaire le regard vers Bernard, s'il te plaît, Bernie. Regarde Bernard, là, tu es sur Bernard. Ok, allez, on refait ça, donc d'abord les panini, ensuite Bernard. Ça roule toujours, hein. Ça roule. Allez, action.
Parce que j'avais trouvé formidable ce qu'il avait fait avec la Je sais pas si... ça n'a pas passé. Il me semble que la télé n'a pas passé. Je voulais réécouter ça parce qu'il avait beaucoup travaillé ça. Ah, mais si tu le vois, tu peux le saluer. Et entendre ses paroles. Je ne vais pas beaucoup à Genève. J'ai lu parce qu'il y a eu une collaboratrice de Genève qui fêtait ses 30 ans de TV, qui nous avait invités. Moi, j'ai été au premier congrès en 1949. Ouais. À Cambridge. Oui, mais on était 7 ou 8. Non. Mais l'endroit, il amenait des gens qui n'étaient pas des gens de cinémathèque. Il amenait Pabst, René Clair, toute une bande de types. Mais c'était des gens qui n'étaient pas de cinémathèque. C'était même plus intéressant que les gens de cinémathèque qui ne parlaient que de... Enfin, des classiques, etc. Il a validé la J'étais très heureux. Voilà. Et j'espère que ça finira bien. Et je viendrai te montrer à toi et à Christiane la toute première version dès que j'ai un bout à bout du film. Ah, ouais, ben on dit... Dans ton salon. On peut faire ça. Dans ton salon. Ah, si tu veux, ouais. Quand Freddy évoquait Cambridge, il parlait bien entendu du congrès de la Fédération internationale des archives du film à Cambridge en 1949. Fédération internationale des archives du film, avec lesquelles il a eu une relation, disons, historique, très ancienne, puisque la Cinémathèque suisse est entrée dans la fédération, la FIAF, en 1948, qu'il en organisera d'ailleurs 2 congrès, en 54 et en 79 ici à Lausanne. Mais c'est une histoire un peu, des liens historiques un peu mouvementés. Et je trouve important justement aussi de montrer à cette assemblée ici à Lausanne que Freddy n'était pas seulement une personnalité vaudoise, suisse, essentielle pour notre cinéma, mais qu'il a porté notre cinéma et son enthousiasme dans le monde entier. Et donc pour évoquer un peu cette mémoire de l'international Freddy Buach, j'ai le plaisir de passer la parole à Christophe Dupin, qui nous vient de Bruxelles, qui est l'administrateur délégué de la Fédération internationale des archives du film. Christophe, à toi la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux et, pour tout dire, assez ému d'avoir l'occasion de rendre ce court hommage à Freddy Buach au nom de la communauté que je représente, celle des 169 archives du cinéma et cinémathèques affiliées à la FIAF de par le monde. À l'endroit même, sur la même scène où Freddy a reçu sa médaille de membre honoraire de la Fédération, des mains de notre président, Frédéric Maire, il y a seulement quelques mois, le 9 avril dernier, lors du dernier congrès de la FIAF. Ce soir, il est beaucoup question de la place unique que Freddy Buach a occupée, à juste titre, dans la vie culturelle et cinématographique suisse et comment il a contribué à leur rayonnement. Mais j'aimerais, dans les quelques minutes qui viennent, vous rappeler, à l'aide de quelques illustrations, que Freddy a aussi été, comme l'a dit Frédéric il y a un instant, l'un des immenses pionnier du mouvement international des archives du film, notamment par le rôle clé qu'il a joué au sein de la FIAF à certains moments de sa vie. Et si la question de l'histoire des relations entre Freddy Buach et la FIAF vous intéresse particulièrement, je vous renvoie vers l'article de Nadia Rock sur le sujet dans le nouveau numéro du Journal of Film Preservation, la revue de la FIAF. Mais remontons un petit peu le temps. Dès sa nomination à la tête de la Cinémathèque suisse en 1951, Buach a tissé des liens solides avec les premières cinémathèques. Il assiste d'ailleurs à son premier congrès à Cambridge en juillet 1951, et pas 49 comme Freddy l'a dit il y a quelques instants, où il a l'occasion d'échanger non seulement avec les autres cinémathécaires et archivistes présents, mais aussi avec d'autres personnalités éminentes du cinéma qui assistent au congrès. Alors, je pense qu'il y a un problème dans l'ordre.
Il devait y avoir une diapo avant celle-ci, non? Voilà. Et donc, sur cette photo, on voit Buach au centre, en train de discuter avec Pabst en blanc sur le banc. La dame au chapeau au premier plan est Iris Barry du MoMA, le Museum of Modern Art, une autre pionnière de la FIAF. La diapo suivante, s'il vous plaît. L'intégration de Buach et de la Cinémathèque suisse dans le réseau de la FIAF doit énormément, bien évidemment, et on l'a déjà dit, à Henri Langlois, que Buach avait rencontré en 1945. Langlois va, au début des années 50, porter à bout de bras la Cinémathèque suisse et apporter un soutien sans faille à son ami Buach, comme en témoigne ce texte écrit de la main de Freddy durant le congrès de 1952. C'est un très beau texte, je vous laisse le temps de le lire. Au début des années 50, la Cinémathèque suisse est encore dans une situation très très difficile et Langlois est persuadé que pour asseoir la légitimité de son institution, Freddy doit accueillir au plus vite un congrès de la FIAF. Ce télégramme de Buach à Langlois en février 1952 montre qu'il ne se sent pas encore tout à fait prêt à franchir le pas. Mais ce sera fait 2 ans plus tard, sous la pression amicale mais insistante de Langlois. Le congrès de 1954 se déroule à Lausanne. Nous avons très très peu, hélas, de photos de ce congrès, mais il existe un numéro du Ciné-Journal suisse sur le congrès que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site de la FIAF notamment. Freddy s'affirme durant les années 50 comme une des personnalités clés de la FIAF. Il rejoint le comité directeur, devient même secrétaire général, puis trésorier de la fédération. Il assiste à tous les congrès. On le voit par exemple à Vence, au congrès de Vence, mais aussi au congrès de Varsovie, 2 ans plus tard, et enfin au congrès d'Antibes en 1957. Il s'implique dans de nombreux projets. C'est lui, par exemple, qui dirige l'édition de la toute première brochure de présentation de la FIAF en 1958 et l'a fait imprimer à Lausanne. On en voit la couverture ici. Mais coup de théâtre, au début des années 60. Henri Langlois, jusque-là le leader plus ou moins incontesté de la FIAF depuis ses débuts à la fin des années 30, claque la porte de la fédération pour de multiples raisons qu'il serait beaucoup trop long d'expliquer ce soir. Et Freddy décide, sans doute un petit peu à contre-cœur, mais par fidélité à son mentor et ami, de lui emboîter le pas. Commence alors une longue décennie de relative isolation internationale de la Cinémathèque suisse. Freddy peut bien entendu toujours compter sur quelques amitiés personnelles au sein de la FIAF, dont celle de Raymond Borde de la Cinémathèque de Toulouse, mais les échanges officiels avec les cinémathèques du réseau demeurent limités. C'est pour ça qu'en 1972, Freddy demande donc la réintégration de la Cinémathèque à la FIAF, ce qui est immédiatement et unanimement approuvé par ses membres. Commence alors une nouvelle phase d'implication de Freddy dans les affaires de la communauté mondiale des cinémathèques, qui culminera dans l'organisation du 2e congrès de la FIAF à Lausanne en 1979. Freddy organise un important symposium sur le cinéma indépendant et d'avant-garde à la fin du muet pour célébrer les 50 ans du fameux congrès de la Sarah de 1929. Et on voit ici une photo de groupe du fameux symposium du congrès de 1979 avec Freddy au premier rang, entouré de ses amis cinémathécaires. Après le déménagement de la Cinémathèque suisse au Casino de Montbenon en 1981, Freddy décide de laisser le soin à Christian Dimitriou, son adjoint et futur administrateur de la FIAF, de représenter la Cinémathèque sur la scène internationale, s'éloignant lui-même un peu des préoccupations de la fédération. Et après avoir pris sa retraite à la fin des années 90, Freddy a dans plusieurs textes confessé sa nostalgie pour les premières années, pour lui plus humaine et peut-être plus passionnée de la FIAF, les années Langlois, et a également peint un portrait assez pessimiste de ce qu'étaient devenues les cinémathèques au tournant du millénaire.
J'ai moi-même rencontré Freddy pour la première fois en mars 2016, à l'occasion d'un colloque organisé par l'UNIL à la Cinémathèque suisse sur le thème de l'histoire des ciné-clubs et des cinémathèques. Et je dois avouer que mon tout premier contact avec Freddy ne fut pas des plus faciles. Je vous explique. Auditeur très assidu tout au long de cette journée, assis seul au premier rang, il avait été à nouveau assez critique vis-à-vis de la FIAF, me prenant à partie régulièrement lors des diverses discussions, car pour lui, j'étais le représentant officiel de la FIAF. De plus, j'avais été invité au colloque pour parler d'Ernest Lindgren. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le conservateur des archives du BFI et l'ennemi juré de Langlois, et donc de Buach, dans les années 50. Vous comprendrez que j'étais donc assez nerveux au moment de commencer mon intervention. Mais Freddy m'a avoué ensuite qu'il avait appris des choses très intéressantes sur la philosophie de Lindgren et que sa vision avait peut-être été un petit peu trop influencée par celle de Langlois. Dès lors, nos quelques discussions sur l'histoire de la FIAF et des cinémathèques se sont avérées passionnantes et son point de vue beaucoup plus modéré qu'il ne l'avait laissé entendre. La Cinémathèque suisse a, comme vous le savez, accueilli le congrès de la FIAF en avril 2019 pour la 3e fois de son histoire. Freddy Buach, qui assistait à son dernier congrès, 68 ans après le premier, s'est vu décerner sa médaille de membre honoraire de la FIAF, un honneur très rare, devant un parterre de centaines de congressistes visiblement très émus de lui rendre l'hommage qu'il méritait. Un événement qui, je pense, a vraiment aidé à le réconcilier définitivement avec les cinémathèques du XXIe siècle et avec la grande famille de la FIAF. J'aimerais finir ce petit hommage en vous montrant un très très court extrait vidéo de la remise de la médaille de membre honoraire à Freddy et à son message, à mon avis, assez positif aux archivistes d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. De Lumière à Godard, c'est ce que vous pouvez lire au début du DVD qu'on vous a donné. Nous avons, pendant ce temps, à la main, conservé les films. Maintenant, pour les cinémathèques, à la machine, c'est à vous de voir l'avenir. Merci. Merci, merci. Merci Christophe, merci Freddy. International donc, et aussi, on va dire, une grande amitié, on l'a cité, avec Henri Langlois, du côté de Paris évidemment, mais aussi un lien très intense qui existe depuis toujours. Il a été évoqué tout à l'heure avec Lyon. Lyon, avec Raymond Chirat, Alice et Bernard Charder, qui ont été déjà cités ici, avec la revue Positif, dans laquelle il a longtemps écrit, jusqu'à ce qu'il y ait une autre histoire de brouille, mais enfin bon, ça ce serait encore une autre histoire qu'il faudrait raconter. Je vous dis, il faudrait qu'on y passe plus que la nuit, plusieurs nuits, pour tout raconter. Et bien sûr, un lien privilégié avec le directeur actuel de l'Institut Lumière, Thierry Frémaux, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Mais je salue dans la salle Maëlle Arnaud, qui est responsable de la programmation et de la collection film de l'Institut Lumière, qui nous a rejoints. Mais Thierry Frémaux, qui est donc directeur de l'Institut Lumière et accessoirement directeur du Festival de Cannes, vous le connaissez certainement, nous a envoyé un petit message vidéo pour être aussi présent avec nous ce soir. Il a été malheureusement retenu à Paris pour des obligations professionnelles. Bonjour les amis, je regrette de ne pas être à Lausanne ce soir. Je me regrette de ne pas avoir fait le voyage Lyon-Lausanne que j'aime tant faire depuis que je l'ai fait une première fois dans les années 80, lorsque Freddy m'avait reçu dans son bureau de la Cinémathèque, parce que j'enquêtais pour un mémoire d'histoire sur la création de Positif, sur les liens entre la Cinémathèque suisse, l'Institut Lumière naissant, la Cinémathèque de Toulouse, bref, cette bande d'amis, Raymond Borde, Bernard Charder, Freddy Buach, qui se reconnaissaient et qui se connaissaient. Et Freddy m'avait raconté les débuts de son amitié avec Bernard, les allers-retours entre Lausanne et Évian. Et j'étais fasciné évidemment par toutes ces aventures, qui étaient des aventures peu connues. On ne passait son temps qu'à répéter à satiété les aventures des futurs jeunes Turcs de la Nouvelle Vague.
Mais là, il y avait une autre génération. Et c'est comme ça que j'ai connu Freddy. Et je regrette de ne pas être parmi vous parce que j'aurais bien aimé être là pour lui rendre cet hommage, dire à quel point il a compté pour moi, à titre personnel, comme il a compté pour plein de gens, pour qui il a eu des paroles décisives, pour qui il a prêté des copies pour telle ou telle programmation. On s'est toujours retrouvé avec Freddy, d'abord parce qu'il n'a jamais cessé d'être l'ami de Bernard et on se voyait beaucoup, j'étais jeune et je les admirais tous tellement de se retrouver, de ne parler que de cinéma ou de littérature, de poésie. Après, j'avais appris à connaître mieux Freddy et à parler avec lui de son existence, de ses existences multiples. Et puis, je l'ai retrouvé à Cannes, où il s'installait toujours quand j'étais sur scène. Il avait un regard bienveillant pour moi. Il était toujours à la même place, au premier rang, à droite. Quand on regarde l'écran, sa place était protégée par les amis. Il pouvait arriver à la dernière minute. Et Dieu sait que ça a compté pour moi dans mes premières années cannoises de l'avoir comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. J'ai une pensée pour lui ce soir, mais j'en ai depuis toujours, ou presque, et particulièrement depuis qu'il n'est plus parmi nous. Et une soirée comme celle de ce soir, et celle que nous ferons encore, permettra de dire que ces gens-là nous ont permis aujourd'hui de faire les métiers que nous faisons. À bientôt Lausanne, à tout de suite. Merci Thierry. Il y a une petite facette qu'on voulait quand même vous montrer ce soir parce qu'à force de restaurer des films dans la collection, de les numériser, etc., on a découvert un certain nombre de perles et on voulait vous montrer une facette de Freddy, ça va durer 5 minutes, très méconnue, qui est celle de comédien. Si, ami de cinéaste, il a joué dans quelques films. La première séquence a été coupée au montage. Mais bon, c'est une manière aussi de lui rendre hommage, de rappeler cette implication avec les cinéastes. Alors je ne vous dis pas de quel film il s'agit, vous allez les voir au générique de fin et vous découvrirez de quel film il s'agissait. Bonjour madame. Bonjour mon petit. Je vois qu'on a bien collectionné. Et qu'est-ce qu'on va te donner en échange? L'histoire du fer à travers les âges. Les gazelles du Kenya. Les grottes de Thaïlande. Non, je veux la série des Albert Noires. Je veux toutes. Je regarde derrière, car la colle est souvent dégueulasse. Oui, qu'à tout de même. Je te compris, voyons. Ah, mon petit bonhomme, je vois qu'on sait ce qu'on se veut, hein. C'est bien ça. On va compter tes bons. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 87, 88, 89. Ah, il en manque un. C'est pas possible. Mon mari a compté 2 fois. Comptez vous-même, chef. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Il en manque un. Je regrette, madame, je ne peux rien vous donner. Attendez un peu avant de boire ou de manger quelque chose. Ça va? Vous avez fait mal? Et respirez un bon coup. Non, non, mais c'est pas ça. C'est... From the north or from the south?
Ramal, Lucky Strike, Camel, Philip Morris, Marlboro, That's Edward right, Virginia. What paper did you say you are from? From the New York Times. Why that? Oh, that. Well, you see, tell you, miss. Yeah. The way the chairs are placed here, they are all facing the same space, same direction. And the voice is going all over that space because it's projected all over. In a simple living room, in an apartment, when someone is speaking, all the people listening are around the one who speaks. Not here, miss, not here. This is our invention. All the people are facing the same direction, same space. Even if it was in the dark, people will know where to look at. In a simple apartment, if it's in the dark, people are lost. They don't know what to look at. Here they know. Okay, but why that? The light, my dear, it may kill you. You mean like the truth? Yes, it's properly sent. The light becomes a true killer. Kozintsev has arrived. Professor Kozintsev has arrived. Hello, my dear fellow. Je m'excuse, le bateau a eu du retard. This is Professor Kozintsev from Leningrad, Miss Halberstadt from the Arkansas Daily. No, from the New York Times. You come all the way from Leningrad? Oh là là, de Sibérie. Really? You found it, really? Tout à fait par hasard dans les mines du roi Salomon. Lynn, Tobler, Suchard, Nestlé, Caillé, Poulain. What's the name of your invention, Mr. Kozintsev? J'ai pensé à image, mais je ne suis pas très sûr que ce soit le mot juste. Image. That's a great word. They are not men of their word. They told me I was everything. It is a lie. I am not ague-proof. Let's hope we don't make any mistakes, Mr. Shakespeare. Number 5. What do you mean? With all those damned and reckless words on Little House. I don't get it. Suppose, my dear, we call it image, and that the real word is reality. Then change it. Pourquoi vous n'avez pas mis l'image en face? No. Must come from the back. From the back. Et je salue tout particulièrement Francis Resser qui aurait bien voulu être parmi nous mais qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ce soir. J'ai le plaisir maintenant de rappeler que Freddy est évidemment quelqu'un de la zone Ouest, très lié à la ville de Lausanne, mais aussi au canton de Vaud. On l'a évoqué plusieurs fois, son lien au canton de Vaud. Et donc j'ai le plaisir de passer maintenant la parole à Madame la conseillère d'État Cécile Amarel pour le canton de Vaud, justement, ministre de la Culture. Bonjour, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous l'avez vu tout à l'heure, Freddy Buach racontait avec beaucoup de simplicité sa première rencontre avec Langlois et son éveil au cinéma. Nous sommes en automne 1945. Freddy Buach est encore un très jeune homme et il visite l'exposition Images du cinéma français au Palais de Rumine. Il y assiste seul à la projection du film Un chien andalou de Buñuel. Et à la sortie de l'exposition, Langlois l'accoste, il l'emmène boire quelques verres et découvre la passion naissante de Buach pour le cinéma. Grâce à cette rencontre, le Vaudois apprend que plusieurs jeunes Lausannois cherchent à ouvrir un ciné-club. Il part à leur recherche pour finalement l'année suivante créer le ciné-club de Lausanne à la Maison du Peuple.
La suite de l'histoire, vous la connaissez tous. C'est l'un des épisodes évidemment très marquants de la vie de Freddy Buach, et ce n'est pas un hasard si c'est celui qu'il faut évoquer ce soir et qu'on a évoqué ce soir, parce que les grandes rencontres qui ont forgé son parcours aussi au service du cinéma, Buach les a quasiment toutes faites ici à Lausanne, et en plus au Palais de Rumine, tout un symbole pour les Vaudois. D'origine rurale et prolétaire, Buach est devenu un homme de culture engagée, apprenant sur le tas, s'opposant avec énergie à un monde qu'il jugeait inacceptable, avec une véritable volonté de le révolutionner. Loin de l'amateur de l'art pour l'art, Freddy Buach était le défenseur d'un art politique, et son engagement s'est traduit par des provocations mémorables, on les a vues, mais aussi très concrètement dans son travail militant, notamment pour que la Confédération se dote d'une loi sur le cinéma. Alors quand on dit que le canton de Vaud est un canton de cinéma, on pense bien sûr à Charlie Chaplin sur les rives de Vevey, aux œuvres de Godard, à une section universitaire consacrée à l'étude du cinéma unique en Suisse, à l'ECAL aussi, et bien évidemment à la Cinémathèque suisse, mais on pense surtout aussi à Freddy Buach, qui laisse une trace indélébile parmi les cinéphiles et dans le cœur de tous les Vaudois. Freddy Buach a œuvré en passionné, et il a contribué à initier un formidable mouvement. Le canton de Vaud et l'histoire du cinéma dans ce canton lui doivent beaucoup. En septembre dernier, lors des festivités organisées pour l'inauguration du nouveau centre de recherche et d'archivage de Panta, la présence de Buach était perceptible, omniprésente, comme si les 3 mois qui lui ont manqué pour assister à cet événement n'étaient qu'une nouvelle provocation. Ce soir, et c'est au nom du Conseil d'État vaudois un honneur de pouvoir vous dire ces quelques mots en souvenir non seulement d'une figure incontournable du cinéma helvétique, mais aussi d'un Vaudois doté d'un rare engagement, d'une rare conscience de la force militante de l'art. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère d'État. On arrive au bout et j'aimerais juste dire quelques mots pour rappeler, vous l'avez compris à travers toutes ces interventions, que Freddy Buach était le cinéma sous toutes ses formes. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit, mais j'aimerais peut-être dire encore juste à titre personnel quelques mots. Il a aussi été, on l'oublie parfois, avec Thérèse Scherer et Miguel Stucchi, producteur et auteur d'une série de films de montage sur l'histoire du cinéma suisse, réalisés par des cinéastes de renom comme Michel Souter, Renato Berta qui est dans la salle, Jean-François Amiguet qui est aussi dans la salle, Ernest Anchorge, Bernard Guiguer, Jürg Hassler, Marcus Imhoff, Alain Clarer, Thomas Körfer, Freddy Mourer, Daniel Schmitt, Jacqueline Veuve, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération suisse en 1991. Une série qui a même eu les honneurs du Festival de Cannes la même année. Je voulais aussi rappeler que si nous célébrons ce soir l'homme cinéma, c'était quand même notre mission en tant que Cinémathèque suisse, il a toujours été un grand amateur d'art, de théâtre et de littérature, ami des surréalistes et auteur de plusieurs recueils de poèmes qui donnent de lui une autre image, plus tourmentée sans doute, lui qui comptait aussi nombre d'écrivains et d'artistes parmi ses proches, comme Jacques Chessé ou Pietro Sarto qui est parmi nous ce soir. Enfin, j'aimerais dire que du haut de cette scène liée à l'histoire de la Cinémathèque suisse, je ne peux que lui être profondément reconnaissant. Jamais je n'aurais imaginé un jour me retrouver ici dans ces mêmes locaux où j'ai si souvent rencontré Freddy Buach pour lui montrer nos films et voir ceux qu'il nous proposait, pour qu'il nous aide à trouver une copie, pour organiser une programmation, développer un article. Jamais je n'aurais pensé un jour organiser à Lausanne, avec toute l'équipe de la Cinémathèque suisse, un congrès de la Fédération internationale des archives du film, comme il l'avait déjà fait, on l'a dit, en 1954 et en 1979. Et c'est pourtant ce qui s'est passé au mois d'avril, on l'a vu. C'était un honneur pour nous tous, nouveaux archivistes et cinémathécaires, de l'avoir parmi nous, prêt à nous offrir sa mémoire, ses connaissances et son regard, toujours critique et perçant, sur le monde du cinéma. Il y a eu quelques discussions enflammées au bar ici du casino de Montbenon entre des gens de Cinémathèque et lui, qui était véritablement passionnante à écouter. Depuis que j'ai l'honneur de diriger sa Cinémathèque et que j'en parcours l'histoire, je suis frappé de constater combien son action de pionnier durant toutes ces années a forgé un modèle de cinémathèque moderne, où la mise en valeur des auteurs du monde entier et celle du cinéma d'ici se répondent et où la tension permanente entre conserver et montrer est plus que jamais d'actualité à l'ère du numérique.
Alors voilà, j'aimerais terminer cette soirée en vous rappelant que dans quelques instants, nous vous convions tous à boire un verre de l'amitié en son honneur dans le hall et dans le salon bleu, qu'ensuite vers 21h, avec un petit quart d'heure vaudois si l'équipe la tolère, nous allons projeter ici même 2 films qui lui ont été consacrés, je l'ai dit, Cinéma en tête, réalisé en 69 pour la série de la TSR Personnalité suisse par son épouse Marie-Madeleine Brumagne et Krasimir Arad, suivi donc par Freddy Buach, Le cinéma, montage inspiré de ses interventions à la télévision signé par Fabrice Aragno et d'ailleurs coproduit par la Cinémathèque. 2 films que vous retrouverez avec d'autres dans le coffret DVD que nous lui avons consacré. Vous dire aussi que cet hommage à Freddy ne se termine pas là. À partir du mois de janvier, la Cinémathèque va programmer chaque mois un film qui a compté dans son parcours et celui de la Cinémathèque suisse, de Jean Guémillon à Louise Buñuel, en passant par Théo Angelopoulos et Jean-Luc Godard, évidemment. Godard qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre en avril pour recevoir le prix de la FIAF en présence de Freddy Buach. Cette dernière rencontre entre ces 2 amis a laissé une petite trace au moment du départ, un instantané très bref que Christophe Bolly avait saisi au vol avant que Jean-Luc Godard ne reprenne son taxi pour Rolle. Un au revoir de cinéma que nous voulions vous montrer ce soir, discrètement, en guise d'au revoir à notre très cher Freddy. Magnifique, merci beaucoup. C'est bien. Salut. À bientôt. Eh bien, toi aussi. Continuons. Allez, adieu. Salut. Voilà. Rebonsoir. Désolé pour le petit retard, mais le verre étant servi et s'étant prolongé. S'il vous plaît, on est en train de faire la présentation, mais voilà. Donc, comme convenu, nous allons vous présenter maintenant les 2 films promis à la suite. Donc ce documentaire réalisé par son épouse, Marie-Madeleine Brumagne, que vous allez voir d'ailleurs à l'écran, puisqu'elle y joue le rôle aussi de la journaliste et de l'intervieweuse, d'une façon parfois qui dépasse le cadre probablement professionnel. Et puis ce travail de montage, d'approche de Freddy Buach à travers notamment ses archives de télévision, qui a été réalisé plus récemment par Fabrice Aragno, que j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, Fabrice. Bah alors à toi, peut-être pas de redire ce que tu as dit, mais enfin, non, comment ça s'était passé justement, cette approche du matériel? Parce que vous le savez tous, Freddy a eu un rapport extrêmement intense avec la télévision. Il était souvent invité à Spécial Cinéma notamment. Il a été souvent présent sur les médias. Et donc, c'est un matériel immense dans lequel tu as plongé. Ouais, tu m'as donné, enfin c'est toi qui m'avais commandé ça. Donc ouais, Freddy, je le connaissais pas, et j'avais reçu des cassettes ou des fichiers, je sais plus, mais énormément d'images et de sons surtout, enfin de paroles de Freddy qui parle, beaucoup, de manière très bien, mais en fait beaucoup. Il parlait beaucoup évidemment du cinéma, et puis moi j'avais le devoir de faire quelque chose avec ça. Et plutôt que de faire simplement un montage d'extraits de paroles, très vite je me suis dit mais non, au contraire, il arrête pas de parler du cinéma, il faut en montrer un petit peu, quoi. Donc j'ai commencé à m'amuser un peu avec ça, mais vraiment à m'amuser. Et puis ça m'a permis aussi un peu de m'approprier aussi tous les films parce qu'il raconte un peu toute son histoire, donc enfin de m'approprier, de commencer à prendre des extraits, de voir des extraits, de commencer à les monter, enfin vraiment les mettre sur ma table de montage. Et d'ailleurs dans la version que vous allez voir ce soir, malheureusement c'est pas la version initiale si on veut, parce que j'avais mis des extraits de films autres et des films suisses, parce que là c'était une copie qui était faite donc pour la Cinémathèque, mais aussi pour la télévision suisse, et on n'avait pas tous les droits de mettre tous les films. Alors que moi initialement j'avais mis les films soviétiques, les films de la République de Weimar, enfin du Dovzhenko, enfin bon, j'avais découvert, un peu en montant ce film, j'avais fait un petit voyage
dans un peu une espèce d'histoire du cinéma, comme ça, un peu esquissé, avec Freddy qui arrêtait pas de parler, comme ça, puis je lui ai un peu coupé un petit peu coupé la chic. Enfin bref, et puis après il y a un moment assez tendu, parce que moi je connaissais pas le bonhomme, à part de l'avoir entendu, d'avoir été ému par ce qu'il pouvait dire, ou surtout par les films qu'il exprimait, enfin, etc. Et j'étais venu le chercher une fois ici à la Cinémathèque pour lui montrer ce que j'avais fait sur lui. Et donc j'étais très tendu et j'étais monté là à ton bureau, juste à côté, dans un bureau qui était à côté. Je ne l'avais pas encore vu, je ne le voyais pas, mais je l'entendais. Il était assis et puis quand Freddy est dans une pièce, on l'entend, quoi. Ça résonne partout. Donc il parlait, je ne sais plus avec qui. Et puis bon, je suis entré un peu comme ça et puis bon, il était là. Je dis bon d'accord, on va aller voir ce film. Bon, on va aller voir ce film. Et puis je l'ai pris avec moi dans la voiture. On est allé à mon atelier qui est pas très très loin d'ici. On a pris comme ça, on est monté gentiment juste dans la salle de montage et je lui ai montré le film. Et j'avais remarqué à ce moment-là déjà la manière qu'il a de voir les images, c'est fascinant parce qu'il regarde pas un film, enfin, je sais pas, assis normalement. J'ai aussi vu avec des films de Jean-Luc que je l'ai présenté après. Il est couché, il boit les images, il boit le film. Il est tout en me parlant, il dit c'est bien, ça c'est bien. Mais enfin, il était vraiment mais avide de trucs. Et quand je lui montre des petits bouts de trucs de Jean-Luc ou d'autres choses, il est pareil, quoi. J'avais remarqué ça aussi. Et bref, donc ça, voilà, ça c'était une très belle rencontre, quoi. Enfin, c'était même plus qu'une rencontre parce que c'était. Ouais, bon, j'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une des plus belles manières de rencontrer quelqu'un, c'est de faire quelque chose. Enfin là, par le cinéma, c'était très bien. Puis bon voilà, c'était il y a pas très longtemps et c'est un peu. Enfin voilà, j'ai envie de continuer de travailler avec lui, donc voilà, j'aimerais bien faire un travail de montage sur ce qu'il présentait ici à la Cinémathèque aussi, parce que c'est aussi lui qui encourage tout le temps, c'est lui à qui je donnais à lire des premiers trucs. Enfin bref, voilà. Bon, c'est quelqu'un d'important. Donc il continue. Merci à tous, merci Fabrice. Bonne projection et merci. À suivre à partir du mois de janvier aussi.